Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir pour la troisième soirée de notre cycle Rome d'Europe, cœur des Balkans, consacré aux cultures roms, à leur diversité, à leur richesse et à leur place au cœur du continent européen. Ce soir, nous mettons à l'honneur la créativité culturelle et artistique rome en proposant tout d'abord une table ronde qui explorera plusieurs formes d'expression, la peinture, le théâtre, la littérature, la musique, l'artisanat. Puis, dans la seconde partie de soirée, cette seconde partie de soirée sera entièrement dédiée à la musique avec le concert de la fanfare Karandila, venue tout droit de Sliven. Quelques mots sur cette table ronde qui va donc débuter la soirée. Ce que nous vous proposons ici, ce n'est pas seulement un tour d'horizon, un inventaire de la créativité culturelle rome, mais c'est un moment de réflexion, de transmission, d'échange autour de quelques questions fondamentales. Comment rendre visible la créativité rome dans nos sociétés européennes marquées par des hiérarchies culturelles souvent implicites? Comment cette créativité dialogue-t-elle ou résiste-t-elle face aux formes dominantes et instituées de la culture? Comment cette créativité est partie prenante de nos cultures européennes et contribue à les nourrir? Ces questions seront le fil rouge qui reliera le propos de nos 4 intervenants de ce soir. 4 intervenants que je vais tout de suite présenter. Nous commencerons avec Françoise d'Allemagne, qui est curatrice au MUCEM, le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, à Marseille. Elle nous parlera de l'exposition Barvalo, présentée en 2023, et reviendra sur les choix de narration, de mise en scène, de collaboration qui ont permis de faire émerger une autre vision des mondes roms dans un grand musée national. Puis Elora Weilangerer, doctorante à l'Institut national d'histoire de l'art à Paris, nous fera découvrir la trajectoire de Czeja Stojka, artiste rome autrichienne, rescapée des camps, peintre et auteur d'une œuvre puissante et singulière. Elora, qui est également l'auteur d'un livre à paraître dans quelques jours, Le jour, lui, n'a qu'un jour, une petite citation, si j'ai bien compris, de Czeja Stojka, et donc il sera publié prochainement, et peut-être que vous aurez l'occasion de nous en dire quelques mots. Ensuite, nous entretiendrons avec Natalia Tsekova, artiste de théâtre en Bulgarie, qui évoquera son expérience dans le monde du spectacle vivant et témoignera aussi du manque de représentation positive des Roms dans le champ artistique. Enfin, Éric Ron, réalisateur, partagera la genèse de son documentaire Chakaraka et nous expliquera comment l'image peut devenir un espace d'expression rome, un espace sensible, mais peut-être aussi un espace politique. Ce sera à vous, en tout cas, de nous le dire. Merci à chacune et à chacun d'entre eux d'avoir accepté notre invitation et merci à vous, public, d'être là pour écouter, apprendre et échanger avec nos intervenants. Et je vais tout de suite donner la parole à Françoise d'Allemagne. Donc Françoise, voilà, vous prenez le micro. Vous avez été commissaire de l'exposition Barvalo, présentée en 2023 au MUCEM. Vous allez peut-être nous dire quels ont été les enjeux, les choix, peut-être aussi les défis rencontrés pour faire entrer la culture rome dans un grand musée national, souvent perçu comme un lieu de légitimation culturelle. Je vous donne mon micro, ce sera aussi ça. Oui, bonsoir. Je remercie donc vivement l'Institut français de m'avoir invité pour parler de cette exposition qui a été présentée au MUCEM en 2023 et qui suscite toujours un intérêt, même si l'exposition est fermée. Et donc on va voir un petit peu des images. Je ne sais pas si ça marche. Voilà, oups, je reviens en arrière. Et oui, cette expérience de Barvalo, c'est une expérience qui nous a beaucoup enrichi au musée, qui a changé nos habitudes aussi. C'est une exposition sur les populations romanies, et plutôt, je devrais dire, avec les populations romanies, parce qu'en fait, elle a été entièrement co-construite
avec une équipe de 19 personnes. Donc vous avez à gauche une équipe curatoriale. Donc nous étions 3 du MUCEM, 3 muséologues du MUCEM, un professeur d'anthropologie à l'université du Vermont, Jonas Stenberg. Et le projet, d'ailleurs, Barvalo est arrivé par lui parce qu'il était étonné en visitant le MUCEM après son ouverture de ne voir dans nos expositions temporaires et dans nos expositions permanentes aucune trace, aucun signe des populations romanies qui sont pourtant la plus importante minorité, j'aime pas le mot minorité, mais la plus importante communauté en Europe. Et donc ce projet s'est développé avec cette équipe curatoriale et aussi avec Anna Mirga Kruselnica, qui est la directrice adjointe de l'ERIAC. L'ERIAC, c'est le European Roma Institute for Art and Culture, qui est basé à Berlin et qui a d'autres antennes dans d'autres pays en Europe. Et aussi une équipe, nous nous sommes adjoints à un cercle des experts, comme on les a appelés, une équipe de 14 personnes, de profils socioculturels très différents, d'origine romanie et non romanie. Donc on avait des chercheurs, géographes, sociologues, historiennes, anthropologues, des militants, beaucoup, des présidents d'associations pour les droits des Roms, des artistes. Et on a tous travaillé ensemble sur ce projet. Toutes les phases, l'élaboration de cette exposition s'est faite avec ce cercle des experts et avec les conseils scientifiques avisés et bienveillants d'un cercle un peu plus large de spécialistes, dont Henriette Asseo, qui intervenait hier, mais aussi Yann Hancock ou Marc Bordigoni, qui est ethnologue. Et donc, toutes les phases de l'exposition ont été écrites ensemble, en faisant de nombreux, les origines aussi des différents pays de ces experts, et les origines aussi, les différents groupes qui constituaient ce cercle des experts. Donc on a mené à peu près 17 séminaires ensemble, à la fois en vrai et en virtuel, puisque c'était la période du Covid, où on a beaucoup échangé pour écrire le synopsis de l'exposition, pour trouver un titre, pour dire ce qu'on voulait montrer dans cette exposition, ce qu'on ne voulait pas montrer, pour travailler sur la com, pour travailler sur le choix des œuvres. On a eu un séminaire entier, on en parlait un petit peu hier, sur la terminologie à utiliser. On a eu des débats et on a trouvé ce terme parapluie, on en parlait hier aussi, de population romanie, pour parler dans l'exposition et dans le catalogue. On a débattu sur l'utilisation du terme langue romanie ou romanesse. On a eu des débats houleux pour savoir s'il fallait utiliser pour désigner le génocide le terme de Samudaripen ou de Porajmos. Donc voilà, ça a été un long processus, mais tellement enrichissant, et l'exposition aurait été totalement différente si elle s'était construite différemment, sans l'apport de ce cercle des experts. Et donc l'exposition a été commencée par une longue partie historique sur les Roms en Europe, et le visiteur était accueilli par 4 guides pour donner de la chair à l'exposition, pour donner aussi un contrepoint français, puisqu'on allait parler de Roms en Europe, de population romanie en Europe, pour donner un contrepoint français. On avait choisi 4 guides de 4 Français qui vivaient en France, de 4 communautés romanies différentes. Et je voudrais citer parmi elles Slavka Radonez, qui, elle, est une Rome d'origine bulgare, qui est partie en France faire ses études, mais qui maintenant vit en France. Elle s'est mariée avec un Français. Elle est médiatrice culturelle, et c'est elle qui a traduit tous les textes de l'exposition en langue romanie, parce que ça aussi, c'était vraiment un choix militant, j'allais dire, de choisir d'avoir des textes de salles en langue romanie, ainsi qu'un catalogue bilingue en langue romanie,
pour montrer que le romani, on a parlé hier évidemment, il y a plein de formes différentes selon les pays, avec des influences des langues des pays où elles sont parlées, où le romani est parlé. Mais c'est aussi une langue qui a été standardisée, qui est étudiée à l'université. On écrit des livres, on a écrit des poèmes. Chaya Stoshka a écrit en romani aussi, Papoucha, la poétesse. Donc c'était pour montrer aussi que ce n'est pas que l'oralité, le romani, c'est une langue aussi qui s'écrit. Et c'était un choix militant que l'on a fait. Et donc dans cette partie historique, on avait des focus où on retrouvait ces guides romani dans ce qu'on a appelé les maisons romani, où ils expliquaient un petit peu certains focus. Là, je vous ai montré à gauche, il y a la maison de Johanna Rubio, qui, elle, parlait des stéréotypes que l'on a dès l'enfance, on nous inculque dès l'enfance sur la femme romani belle et tentatrice, hein, comme Esmeralda ou Carmen, et sur l'homme romani qui est voleur de poules. Et voilà, on voulait un peu désamorcer tous ces stéréotypes dans ces espaces. Et évidemment, avec un focus aussi sur la surveillance et le contrôle, notamment en France, des gens du voyage, des nomades, comme on les a désignés administrativement, avec l'instauration du carnet anthropométrique en 1912, où les populations romanies étaient prises en photo, on prenait leurs empreintes digitales, exactement comme les criminels, avec la chaise de Bertillon et l'appareil photo de Bertillon, exactement comme les criminels. Et on voit cette installation de carnet anthropométrique avec un focus important aussi sur le génocide, sur le Samudaripen. On présentait des œuvres de Chaya Stoshka dont Elora va parler plus loin. Et on finissait cette grande partie historique sur le militantisme, avec des figures importantes du militantisme, et aussi l'importance de la culture et de l'art pour militer pour les populations romanies, et la fierté d'avoir eu en 2017 un pavillon Rome à la Biennale de Venise en 2017 avec des œuvres présentées, et notamment le tableau de Gaby Jiménez qui fait le visuel de ces journées d'études, qui est dans les collections du MUSEM et qui était présenté dans ce pavillon Rome. Après cette partie historique, on avait un espace un peu noir sur un corridor de l'antiziganisme, voilà, où on montrait aussi de nombreuses choses, l'antiziganisme notamment dans la presse auquel sont confrontées les populations romanies. Et là, alors un dispositif un peu innovant dans le musée, un musée dans le musée qu'on a appelé le musée du Gadjo, qui était destiné à inverser le regard sur les populations romanies, à montrer ce que ça faisait d'être exhibé dans les musées, les anciens musées d'ethnographie, dont le MUSEM est l'héritier, hein, puisqu'il est l'héritier du musée des arts et traditions populaires, mais avant du musée d'ethnographie du Trocadéro. Et donc, sur le biais de l'humour, pour faire prendre conscience aux visiteurs ce que c'était d'être ethnicisé dans un musée. Et la dernière partie, donc sur ce qu'on a appelé, on a repris le titre, donc Barvalo, qui en langue romanie signifie richesse et fierté, richesse dans le sens culturel et spirituel, où on présentait une cinquantaine de personnalités, alors connues et pas connues, et beaucoup moins connues, qui sont romanies, avec des objets qui leur étaient liés, par exemple la dernière guitare de Django Reinhardt. Donc si j'ai pas beaucoup de temps, voilà, j'ai parlé du catalogue. Et en fait, on a aussi fait des enquêtes ethnographiques parallèlement à l'exposition pour enrichir les collections du musée. Donc voilà, je fais défiler quelques images et aussi des acquisitions
d'œuvres d'artistes à la fois, bon, pas contemporains, évidemment, Chaya Stoica est décédé, mais c'est la première œuvre qui a été acquise pour former un patrimoine artistique romani dans les collections du MUSEM. Voilà, je fais défiler un petit peu. Merci beaucoup. Je vais maintenant me tourner vers Elora Weilengerer. Elora, vous travaillez sur l'œuvre de Chaya Stoica, donc une artiste rome autrichienne, et vous allez peut-être nous expliquer en quoi sa trajectoire artistique nous aide à mieux comprendre à la fois la force de création rome comme mémoire, comme résistance, mais peut-être aussi comme langage universel. En tout cas, c'est à vous de nous en parler. Merci beaucoup. Oui, il faut... Voilà. Ça va venir. Ça va venir. Voilà. Alors, merci. Ça va être très compliqué de parler d'une aussi grande dame en 10 minutes, d'autant plus que j'aimerais ne pas seulement mentionner sa vie, mais également la présenter avant tout en tant qu'artiste et écrivaine, car Chaya Stoica est l'auteur de 3 livres remarquables qui ont été traduits dans de nombreuses langues jusqu'à aujourd'hui, qui ont été traduits notamment en anglais, en français, en italien, en espagnol, en tchèque, en japonais, pas encore en romani. Ça, on pourra revenir là-dessus plus tard. Et donc, je vous renvoie bien évidemment à ces livres. C'est une vie que vous pouvez lire, puisque Chaya Stoica l'a racontée. Elle l'a chantée également. Elle l'a mise en poème. Et c'est une vie qu'elle a également peinte. Donc, je vais raconter un petit peu l'histoire de cette dame. Chaya Stoica est née en 1933. En Styrie, à Crobat, donc en Autriche, dans une famille de Roms Lovara, éleveurs de chevaux. Elle est la 5e enfant d'une fratrie de 6. Et donc sa famille, comme traditionnellement, comme le font les Roms Lovara, parcourt les foires l'été entre la Styrie et le Burgenland pour vendre les chevaux sur les foires et reviennent l'hiver pour se mettre au chaud dans un appartement à Vienne. 1933 voit l'avènement du Troisième Reich, comme vous le savez, et s'accompagne d'une systématisation des persécutions vis-à-vis des Roms et Sinti qui sont annexés par le Troisième Reich, donc avec l'Anschluss en 1938. Et très progressivement, la famille de Chaya Stoica se voit donc confisquer ses chevaux. La roulotte est transformée dans une petite cabane de bois et est encerclée de barbelés. C'est un contrôle qui se fait de plus en plus pressant jusqu'à la déportation et l'exécution du père de Chaya en 1941, puis la déportation de Chaya, sa mère et ses frères et sœurs, d'abord à Auschwitz-Birkenau, avant d'être déplacé donc avec sa mère à Ravensbrück en 1944, en mai 1944. Puis elles sont déplacées dans un 3e camp qui est Bergen-Belsen jusqu'à la libération du camp le 15 avril 1945 par les Alliés. Lorsque Chaya Stoica est libérée du camp, donc le 15 avril 1945, elle a 12 ans. Et il n'y a pas de réparation, il n'y a personne qui les attend à la sortie du camp. Elles doivent reconstruire une vie seules. Elles ont pour seul bien un moulin à poivre qui avait été conservé par le propriétaire du terrain où avait été parquée la roulotte avant la guerre. Et petit à petit, voilà, elles se remettent à vendre les chevaux, mais l'évolution économique, les mutations sociales et économiques font que la vente de chevaux devient caduque et petit à petit, elle se voit dans l'obligation d'arrêter ce mode de vie. Chaya Stoica fait du porte-à-porte, elle devient
marchande de tapis. Et pendant toutes ces années, elle ne dit rien, elle ne parle pas, comme tous les Roms et Sinti d'Autriche. Et ce n'est que dans les années 80, à une période où, comme l'a raconté Chaya Stoïka, elle voit les mouvements néo-nazis autrichiens reprendre de l'ampleur. C'est aussi une époque où elle perd son fils qui décède d'une overdose. Et cette perte, donc, dans la chaîne aussi familiale, a certainement un impact énorme dans sa volonté de transmettre. Et donc, dans les années 80, elle se met à écrire. Elle se met à écrire dans sa cuisine. C'est-à-dire qu'elle raconte que voilà, il y a une accumulation qui se fait pendant qu'elle cuisine, entre la vaisselle, entre les repas. Ça monte, et dès qu'elle a 30 minutes, ça coule tout seul. Et ce sont des dizaines, des centaines, des milliers de pages qui s'accumulent. Ses enfants ne comprennent pas ce qui se passe. Son frère lui demande ce qu'elle fait. Son frère lui dit « Arrête tes gribouillages, il ne faut pas parler de ça, c'est trop douloureux, il y a trop de souffrance. » Et elle continue jusqu'à ce qu'elle rencontre une documentariste qui s'appelle Karin Berger et qui travaillait sur les femmes rescapées des camps. Et elle dit à Karin Berger, après lui avoir parlé de son histoire, donc après avoir témoigné, car c'est ça le témoignage, il doit être recueilli. Après avoir témoigné, elle dit ça à Karin Berger, elle dit « J'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre. Donc je suis auteur, je suis écrivain. J'ai écrit un livre. » Et elle donne les pages à Karin Berger, qui fait un travail ensuite d'édition, et elles finissent par publier le livre en 1988. La publication du livre est alors un véritable choc pour l'Autriche, qui ne parlait pas du génocide. Et dès 1990, alors dès 1989, il y a la création du club Rome d'Oberwart, puis du Romano Centro, dans lesquels Chaya Stoïka s'implique dès le départ. Elle s'est impliquée dans toutes les associations. Elle en partait assez vite, par ailleurs, mais elle était la première à parler, à prendre la parole lors des manifestations dans ces associations, avec ces associations. Et dès 1990, elle se met à peindre. Alors vous voyez, j'ai vraiment accéléré l'histoire, mais j'espère qu'on pourra revenir plus en détail sur cette vie, sur l'histoire de sa vie, car j'aimerais en venir aux peintures que je vous présente aujourd'hui, pour vous présenter Chaya Stoïka, artiste, donc telle qu'elle a été montrée également dans l'exposition Barvalo, mais telle qu'elle est montrée aujourd'hui dans de nombreux pays du monde, car Chaya Stoïka est aujourd'hui une artiste internationalement reconnue, qui est entrée dans de nombreuses collections aux États-Unis, en France, en Allemagne. Alors finalement, c'est peut-être l'Autriche, et c'est peut-être la chose la plus intéressante, c'est peut-être l'Autriche qui est le pays qui la reconnaît le moins comme artiste, qui la reconnaît en tant que témoin, mais pas en tant qu'artiste. Et à mon sens, Chaya Stoïka n'est pas qu'un matériau à témoignage, c'est une artiste pleinement, et j'ai choisi pour vous le montrer, si ce n'était pas une chose évidente, une œuvre qui est pour moi une œuvre symptomatique de son travail. Chaya Stoïka a peint, elle a dessiné, elle a un corpus d'environ 1000 œuvres qui s'étale sur 2 décennies. Donc c'est un corpus qui est quasiment quotidien. Dans ce corpus, on distingue souvent les œuvres claires et les œuvres sombres, c'est-à-dire les œuvres en noir et blanc et les œuvres plutôt en couleur. Mais comme on peut le voir avec une œuvre comme celle-ci, les œuvres claires ne recoupent pas seulement la période avant ou après les camps. Donc les 2 corpus se confondent. Dans cette œuvre, donc cette œuvre que j'ai choisie pour parler de sa pratique, il y a pour moi un système, l'émanation d'un système plastique que Chaya Stoïka met en place très rapidement dès les années 90. C'est-à-dire qu'il y a un registre de représentation que Chaya Stoïka développe en autodidacte, car Chaya Stoïka n'a
suivi aucun cours de peinture. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un musée, comme me l'a confirmé son fils, avant de se mettre à peindre. Et elle se met à peindre pourquoi? Car quand elle fait une de ses premières conférences sur le génocide au Japon, les enfants lui demandent un dessin. Lui disent, voilà, on ne parle pas ta langue, tu ne parles pas la nôtre, est-ce que tu peux nous faire un dessin pour nous parler de ce dont tu as vécu? Et c'est avec sa petite fille qu'elle fait son premier dessin. Et il y a vraiment chez Chaya Stoïka aussi cette idée de circularité entre les générations, les anciens et les jeunes, qui est extrêmement présent. Donc dans ce dessin, on voit plusieurs registres de représentation, d'abord entre la représentation des Roms et la représentation des nazis. Ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a deux groupes. Le groupe à droite représente les Roms et Sinti, qui sont figurés de manière ondulée, tout en courbe, en rondeur. C'est un groupe qui appelle à se fusionner, qui est au bord de la fusion. C'est un groupe également qui a un visage et qui s'oppose très clairement dans la stylistique au groupe de gauche qui représente les nazis. Les nazis sont représentés avec des traits droits, de manière anguleuse, toujours, avec une tête qui est plutôt un cinquième membre qu'un véritable visage, comme si c'était voilà, une sorte d'excroissance en fait de leur avancée machinale. Et on commence à percevoir dans ce dessin l'idée que les nazis eux-mêmes deviennent des croix gammées. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans son travail, dans la chorégraphie des jambes et des bras. Les nazis reproduisent des croix gammées qui deviennent un rouage dans la machinerie, dans l'avancée et aussi dans la cadence, parce que ce sont des dessins qui ont des sons. Alors c'est peut-être pas le dessin le plus explicite sur la question sonore, mais Chaya Stoïka écrit beaucoup sur les dessins. Donc ce sont des dessins qui parlent aussi, qui ont une sonorité. Là on voit aussi, donc qui est le nom de son petit frère qui est décédé à Auschwitz, et Mama. Et on voit également deux dates qui sont... Il y a toujours deux dates lorsque Chaya Stoïka représente les camps. Il y a la date de ce qui est représenté lors du camp, enfin le moment qui est représenté dans le camp, et la date où le destin est fait. Et donc il y a un anachronisme, il y a un choc anachronique qui se produit entre ces deux dates, en l'occurrence 8 septembre 2009 et 1943. Et j'en viens au deuxième registre de représentation dont je voulais vous parler, qui est... Et je vais conclure, ça passe vraiment vite. Et je vais conclure là-dessus, qui est le registre des oiseaux. Donc, comme je le disais, Chaya Stoïka met en place un système symbolique extrêmement fort dès le début des représentations, dès le début de sa pratique artistique. Ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a 3 types d'oiseaux dans ce dessin. Et les oiseaux se trouvent, donc, comme vous le voyez, entre les Roms et les nazis. Tout au fond, à gauche, plutôt oui, sur la gauche, on voit des oiseaux qui sont vraiment esquissés de manière très abstraite, donc comme des V. Au milieu, on voit un oiseau, voilà, on voit esquisser une tête, comme si on le voyait de manière surplombante, avec les 2 ailes qui se déploient. Et le plus proche de nous, on voit l'oiseau qui est dessiné de manière la plus réaliste, et c'est un oiseau qui est mort. Donc ce qu'on voit, c'est que plus on s'avance, plus on va vers le réalisme, plus on s'approche de la mort. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans l'ensemble du corpus de Chaya Stoïka. Quand on s'approche de la figuration du crématoire et de la liquidation du 2 août 1944, c'est là où on touche à l'abstraction. Plus... Et je vais bien sûr laisser les autres intervenants poursuivre cette table ronde. Je finirai juste voilà, sur la grande force symbolique de Chaya Stoïka, qui pour moi peut être contenue dans ce dessin, et voilà, on poursuivra peut-être. Excusez-moi encore. Merci beaucoup, et je suis désolé d'avoir ce rôle d'être un peu le rôle
de la frustration, mais on aura certainement du temps pour échanger après. Et puis, les gens qui voudront vous poser des questions, peut-être aussi pourront venir vous parler directement. Voilà, mais on accueille maintenant, on donne maintenant la parole à Natalia Tsekova, que j'ai présentée tout à l'heure, et peut-être pour nous expliquer comment, en tant qu'actrice rome, vous pouvez peut-être être confrontée à la manière dont le monde du théâtre représente ou ne représente pas les Roms, et quels sont selon vous les obstacles, mais peut-être aussi les moyens de faire émerger des représentations plus justes, plus riches, plus diverses. La parole est à vous. Дочувам това, което ми се превежда. Добър вечер. Първо искам да изкажа своята огромна благодарност на Френския културен център за това, което прави за тези 4 дена, посветени на ромите. Аплодисменти за Френския културен център. Възхитена съм, изключително съм благодарна, защото вярвам, че ромската общност не само в България, въобще и по света има нужда от институции като вас, за да бъдем легитимирани ние, хората, които живеем и искаме да живеем сред вас като равни. Така че правите едно огромно добро. Длъжна съм да го кажа. И благодаря много. В България съм известна като ромската актриса Наталия Цекова и може би точно заради това изкуството, което правя, театралните представления, които правя, са изцяло свързани с ромската култура и до момента съм създавала представления изцяло базирани на това, което съм преживяла, изживяла, научила от дядовците, бабите ми и от ромската махала, в която съм израснала. Прекрасно е да прави изкуство, свързано с ромската общност, защото осъзнавам, че то е в такава липса сред българската общност като цяло. И въпреки желанието на това, говоря за българската общност, защото основно тук играя представленията си на български език, и съм много щастлива, че след всяко представление хората, които малко знаят за нас, ромите, имат нужда да дойдат и да си поговорят с мен. Има хора, които са се извинявали след представление за това, че са се държали по един или друг начин с ромите около тях, които не познават достатъчно. Вярвам, че правя представления, не само аз, и Здрава Каменова, която пише текстовете на тези представления. Вярвам, че правим представления, които хвърлят мост към онези, които не ни познават. И точно за това адмирации към Френския културен център, институт, за това, че през тези 4 дни ще покаже реално, че ромска култура съществува по света и че ние сме тук и се борим и се развиваме. И това е изключително важно. Покрай желанието си да правя представления, свързани с ромската култура, за жалост аз съм губеща актриса професионална, защото съм канена само за това да играя ромки в професионалните игрални филми, които се правят тук в България. Което малко ме ощетява, даже не малко много, защото като професионална актриса, завършила театралната академия, смятам, че знам достатъчно, за да играя всичко, не само ромки. Но по-големия проблем е друг, който аз осъзнах, докато с Здрава Каменова работехме върху текстовете и въобще през периода, в който аз играя представленията си, че стереотипите за ромите продължават да стоят такива, каквито са набивани десетилетия, години назад. Ромите продължават да стоят в обществото като неуки, необразовани, хитри, крадливи, нежелаещи да работят, като хора, които не обичат и не ценят образованието. Нещо, срещу което аз много се бунтувам и не мога да го приема категорично. И всъщност това, което и показвате вие, хората, които работите в различни страни и изследвате ромската култура и ромите въобще, показвате, че тези хора имат желанието да се развиват и го правят по много успешен начин.
за хората, за чужденците тук да кажа, че ромския образ в българското кино и театър винаги е представен по негативен начин. Ако тук има някой, който може да ми каже, че е видял ром или ромка изиграна по прекрасен начин и не е представен негативно в киното и театъра, готова съм да се преборим тук и сега. За жалост, все още стоиме в клишето за това какво е ромската общност в България и по този начин ни снимат и по този начин ни представят. За медиите няма да говоря въобще. Знаете какво се случва в медийното пространство и колко е негативен изцяло образа на ромите в българските медии. Но по-голямата ми болка е като човек, който създава изкуство, е това, че именно изкуството не трябва да робува на медийния образ. Точно обратното. Изкуството трябва да се бори с това да представя хората по красив начин, по удохотворен начин. Начин, на който е истината за един човек. Защото ромската общност не е само това, което показва новинарската хроника. И всички ние го знаем и всички вие го показвате, за което също благодаря. Нещо, което е много важно и трябва да го кажа. Една общност по някакъв начин, не по някакъв, категорично е така, затвърждава своето присъствие, когато има църква, когато има културен дом. Ромската общност има своите църкви, има своето вярване, но културен дом няма. И аз вярвам, че ако има един ромски културен дом, тук в центъра на нашата столица, може би нещата и мирогледа към ромската общност ще се променят. Наистина мечтая за това да дойде момент, в който да се влезе в един ромски културен дом, в който ще може да се чуе ромската музика, да се прочетат ромски стихове, на ромски, преведени на български език, да разберете коя е чея стойка. Едно от главните героини в последното представление, което правихме, невероятна жена е чея стойка. След като приключим, трябва да поговорите и да разберете повече за нея. Това е жена, която минала през концлагери, оцеляла е, разказала е своята история, без да се срамува от това, което й се е случило и без да обвинява. Тачея стойка е героиня в последното представление, което направихме по Раймос в 3 истории. В това представление разказахме историите на 3 жени, 3 ромки от различни държави, които са спасявали ромски и еврейски деца по време на Холокост. Другите представления, които съм създавала, са Вкусът на живота, активно го играя, моноспектакъл, посветен на ромската кухня, на спомените от детството, разбива стереотипите и клишетата за ромите. Реших, че нещо има зад мен и всички... първият моноспектакъл, който създадох с Здрава Каменова, беше Цигански колела, който представяше историята на една жена, която се срамува от ромския си произход. За мен, аз имам огромен сантимент към първия ми моноспектакъл, защото той доказано представи пред ромската и неромската общност образа на ромската жена по един невероятен начин. И показа историята на една жена, която не се срамува от произхода си. Нещо, което след това представление много жени имаха нужда да споделят с мен. Идваха зрители, които искаха да ми кажат, че се срамуват от ромския си произход и там, където работят, не споменават за този свой произход. И всъщност вярвам, че ролята на изкуството е точно това. Да окрилява хората, да ги кара наистина да не се срамуват от произхода си, да свободно да говорят за това, което са. А за жалост ромската общност в България все още е поставена на колене и все още имам познати, които крият своя произход, не искат да говорят за това, защото вярват, че няма да бъдат добре приети. Според българската статистика, аз съм първата българска ромка, завършила театралната академия. Уверявам ви, че това е пълна лъжа. Завърших през 2014 година. Когато се порових и с архивите на Националната театрална академия, се оказва, че през 1954 година Мануш Романов завършва театрознание.
За тези години, трябва ли да приключвам? За тези години, до момента в който съм завършила аз, вярвам, че няма как да не са минавали хора от ромски произход през театралната академия, а и не само. Та правя изкуство, което се надявам, че окрилява хората, ромите да говорят свободно за ромския си произход, да не се срамуват от това, не ромите да поискат да приемат нас, ромите, като равни, да ни приемат като работещи лекари, юристи, медицински сестри. И се надявам българското кино и театър занапред да работят с положителните образи на ромската общност, които всеки един от нас познава. Благодаря. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention très vivante et très encourageante aussi. Je me tourne maintenant vers Éric Ron, donc, qui va nous parler de son documentaire Chakalaka. Et j'en profite juste pour vous rappeler que ce documentaire sera projeté ici demain soir. Donc j'espère que les échanges que nous allons avoir avec Éric vont vous donner à toutes et à tous envie de revenir demain soir pour voir ce documentaire. Dans ce documentaire, vous avez donné la parole à des artistes roms. Peut-être que vous allez nous expliquer ce qui vous a conduit à ce projet, comment vous avez envisagé le rôle du cinéma documentaire dans la valorisation d'une créativité souvent marginalisée. Je vous donne la parole tout de suite. Merci beaucoup, bonjour tout le monde. Alors il me revient de parler d'un film que vous ne verrez pas ce soir, mais que vous verrez demain si vous venez. J'espère que je vous donnerai envie de revenir demain. Heureusement, j'ai que 10 minutes, donc je ne pourrai pas en divulguer tout le contenu, et c'est plutôt une bonne chose. Donc je suis content de n'avoir que 10 minutes finalement. Ça va sans doute m'aider. Et je voulais aussi remercier l'Institut français. C'est un film qui a plutôt bien marché. C'est jamais facile pour les films documentaires. En France, on a des fonds de soutien très importants pour la création de films documentaires. C'est une bonne chose. Après, on a souvent des problèmes de diffusion. Ça, c'est un autre problème. Et ce film a bien fonctionné. Il a bien tourné dans les festivals. Il a été à Berlin, il a été à Paris, à Marseille, à Bordeaux, etc. Et il n'a jamais été en Bulgarie. Et pour nous, c'était vraiment un énorme manque. C'était une sorte de presque de blessure par rapport à ce projet. Le film parle d'une communauté d'habitants qui viennent de Pazardjik, on n'est pas très loin d'ici, vous connaissez cette ville. Et donc on avait évidemment beaucoup envie de diffuser ce film en Bulgarie, notamment à Pazardjik. On est à Sofia, on n'est pas à Pazardjik, mais c'est déjà vraiment génial. Ce film a une dizaine d'années, donc je vais parler d'une histoire qui est déjà un peu ancienne, où la situation à Bordeaux a déjà énormément changé. Mais en tout cas, un grand merci à l'Institut français de diffuser ce film ça fait toujours plaisir de lui donner une seconde vie. Alors, pour nous, je vais peut-être parler un peu du point de départ. Le point de départ, c'est évidemment pas un film. On n'a pas l'idée du film, elle vient progressivement, elle vient rarement dès le départ quand on fait des films documentaires. Le point de départ, il est politique, il est social, il est citoyen, le terme est un peu gavoldé, mais je ne peux pas le dire autrement. Politique parce que, si vous vous en souvenez, nous on avait été en tout cas avec le co-réalisateur Sylvain Mavel, qui ne peut pas être là aujourd'hui, assez choqué par le discours de Grenoble, qui s'appelle comme ça, il a une page Wikipédia. Pour vous dire quand même que ce discours du président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, a quand même marqué les esprits. Et donc ce discours de Grenoble en 2010 fait un lien très clair entre immigration et délinquance. Je ne vous en fais pas le résumé. Et stigmatise par ailleurs les communautés roms et les squats roms de France en disant clairement je vais faire le ménage et je vais tous les démanteler les uns après les autres. Donc nous on avait été évidemment un peu choqués. Alors, ça c'est le premier point de départ. Deuxième point de départ, c'est qu'il y avait beaucoup de squats à Bordeaux. Là je vais vous parler de cette ville du sud-ouest de la France. Et dont notamment un squat quasiment en centre-ville, puisque si vous connaissez Bordeaux, vous traversez la Garonne, vous faites quelques centaines de mètres et vous tombiez sur ce squat qui était occupé par 600, 700 personnes. On dit 600 dans le film, à vrai dire, c'était sans doute beaucoup plus. Donc c'est beaucoup, 600 personnes en plein centre d'une ville comme Bordeaux, et derrière un mur. Et ce mur, on l'a filmé parce que pour nous, évidemment, on ne voyait absolument pas ce qui se passait derrière ce squat. On entendait des choses, mais on ne voyait pas ce qui se passait. Par contre, on voyait les habitants de ce squat qui régulièrement venaient en centre-ville,
jouer de la musique sur les terrasses ou faire la manche. Donc, et le point de départ, c'est ça. Le point de départ, c'est à la fois ce discours très stigmatisant et puis ces populations, ces voisins, en quelque sorte, qui étaient présents en nombre, les regards des habitants sur ces personnes, très dérangeants, dans le tram, dans les bus, et puis le traitement, mais qui est assez habituel, je dirais en France, des médias, lui aussi, quand même très à charge sur ces populations. La vague migratoire, à l'époque, on s'était renseigné, c'était 15, 10, 15, peut-être 20 000 personnes en France. Donc on n'était pas du tout sur une vague migratoire Rome en France. Et ça, on l'a entendu, la vague migratoire Rome, je veux dire, quand même de nombreuses fois dans les médias. Après, donc l'élément déclencheur, c'est un peu l'idée de... C'est pas l'idée du film au départ, c'est l'idée d'aller à contre-courant de tout ça et de se dire, bon, ben, on va aller à la rencontre de ses voisins et puis on va essayer de faire connaissance. Il se trouvait que moi, à l'époque, avec Sylvain, on habitait dans une colocation qui était une sorte de colocation culturelle, on organisait des événements. Donc on a été chercher les musiciens qu'on voyait sur les terrasses et on leur disait, écoutez, voilà, nous, on a envie de vous faire jouer, on a envie de faire connaissance avec vous, donc on vous fait jouer dans cette colocation et on fera tourner un petit chapeau et puis voilà, vous repartirez avec ce que vous pourrez, on ne vous garantit rien, mais en tout cas, on crée comme ça un lien entre vous et nous. Ça, voilà, on l'a fait plusieurs fois et de fil en aiguille, finalement, ils ont fini eux-mêmes par nous inviter. Et ça a été vraiment il y a eu deux déclics. Le déclic, ça a été cette possibilité à un moment donné de franchir ce mur. Il y avait une toute petite porte. Et donc de rentrer et d'un seul coup de voir cet univers, donc 600 personnes, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente en nombre de baraques. Et on avait la chance on est tombé tout de suite, vous le verrez demain, parce que vous allez tous revenir, on est tombé tout de suite sur Gaucho, c'est son surnom, il s'appelle Georgi Gadjev, qui est un personnage extraordinaire, avec qui évidemment on est encore en contact étroitement. On a fêté l'Ardisi là, début mai avec lui. C'est sa fête en plus, donc c'est voilà, double raison d'aller le revoir toujours dans son squat. Et ça a été pour nous notre porte d'entrée, parce que vous savez, enfin je ne sais pas si on peut parler de communauté rome dans des squats, c'est surtout très clanique, hein, et donc nous on a été intégrés tout de suite dans le clan de Gaucho. Ça nous a ouvert énormément de portes. Gaucho, c'était le chef d'un clan assez puissant, craint, respecté par les autres clans de ce squat, donc on était à peu près en sécurité, on ne se sentait pas du tout, voilà, il n'y avait pas de difficulté. Ça a été donc un peu le premier déclic. Le deuxième déclic, ça a été de se rendre compte que la musique qui était jouée à l'extérieur, mais alors n'avait strictement rien à voir avec celle qu'on entendait dans le squat. Et que donc il y avait une espèce comme ça de dichotomie, de rupture entre la culture qu'on voulait bien nous montrer à l'extérieur du squat et celle de la communauté, des clans qu'on a vite découvert. Alors, on était invité au mariage, on était invité aux fêtes, donc on a tout de suite vu cette différence. Voilà. Ensuite, il y a eu un événement brutal qui a été la destruction de ce squat, ordonné par le maire à l'époque, enfin par le préfet, mais en fait derrière c'est le maire, hein, avec l'accord du préfet évidemment, mais c'est le maire de l'époque, sans aucune anticipation. Et on avait déjà entendu parler, hein, parce que des destructions de squats, depuis le discours de Grenoble, ils étaient quand même fréquents, on en avait énormément. Donc on entendait voilà, des choses, des squats démantelés, mais on n'avait jamais vécu, on ne savait pas ce que c'était en fait. Et là, ils nous ont appelés dans la matinée, très tôt, pour nous dire « ils vont tout détruire, venez nous aider ». Donc on y a été. Et là, on a vu comment ça s'est passé. Et donc, voilà, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous savez ce que c'est qu'une destruction de squat. Ce qui nous a le plus choqué, ça a été de voir à quel point, ce n'est pas la destruction des biens matériels, en fait. C'est juste précisément la destruction de tous les objets personnels. On ne laisse pas le temps aux habitants de repartir avec les objets personnels. Il n'y a pas de sommation. Il y a vaguement, ils disent hein, qu'il y a une sommation, un préavis de quelques jours, normalement. C'est la loi. Il n'y a pas de préavis en fait. Et donc on voit une disproportion de force de la police. C'est des dizaines et des dizaines de voitures qui rentrent à toute vitesse dans le squat. C'est donc des centaines de personnes de forces de l'ordre. Alors je ne critique pas les forces de l'ordre, hein, je ne sais pas mon propos, mais je vous raconte factuellement ce qui se passe.
Et puis, voilà, vous avez 10 minutes, même pas, 5 minutes pour sortir de votre cabane, de votre baraque, et donc d'emporter ce que vous pouvez. Donc on a vu là Gaucho, par exemple, tirer son frigo, la tête baissée, alors que c'est quelqu'un qui est extrêmement fort, qui fait 1m90, qui a une espèce de masse musculaire, et là qui disait rien du tout, qui nous regardait à peine. Et on a vu le résultat, c'est-à-dire les photographies, l'histoire familiale qui disparaît, les objets personnels, les albums de photos, tout ce qui relève de l'intimité en fait que les habitants n'ont pas le temps de prendre. Donc c'est pour ça que hier, à un moment donné, ma question n'était pas claire, je crois, mais cette question du maintien d'une identité, d'une culture, cette question de la transmission dans ce genre de contexte-là, moi, m'interroge beaucoup. Comment on peut y arriver dans un tel contexte? Donc on a vu ça, et puis surtout, pas d'anticipation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les forces de l'ordre repartent, là, c'est comme un essaim de frelons, qui repart aussi vite qu'il est arrivé, il a mangé tout ce qu'il y avait à manger, et puis il repart, et là, Bordeaux, il pleut, hein, c'est le sud de la France, mais il pleut beaucoup, c'est un week-end d'orage, et donc d'un seul coup, l'orage arrive, et là, tout le monde est dehors, cabanes par terre, pas de moyen de se reloger. Ils n'ont pas été expulsés, hein. On a juste détruit les cabanes en fait. Bon, donc beaucoup d'associations, il faudrait que je rende hommage à toutes les assos militantes qui sont présentes. Nous, on n'était pas grand-chose dans cette histoire-là. Beaucoup d'associations actives, des réseaux, essayent de dire non mais là, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Et donc, très rapidement après, 2 jours après, la ville de Bordeaux prend conscience qu'elle a quand même fait une bêtise. Bêtise, c'est un euphémisme, hein, et décide de faire une espèce de tri dans les familles et livre du bois pour permettre à 30 familles de se reloger 50 mètres après, enfin 50 mètres à côté du squat de 600 personnes. Donc là, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Parce que l'absurdité, la violence, la disproportion, l'incohérence, on ne comprenait rien en fait. Aujourd'hui, on arrive à mettre des mots sur cette situation-là, mais en fait, on n'a rien compris sur le moment. On n'a pas compris la logique de ce qu'est une destruction de squat. Si on détruit pour prendre des gens et les mettre dans un avion et les renvoyer chez eux, on peut être contre ce genre de phénomène, mais il y a une logique. Là, il n'y a pas de logique, hein. On détruit, si ce n'est celle de la violence, si ce n'est celle de la violence à l'état pur. Donc, voilà, le film, il commence comme ça, parce qu'à un moment donné, on s'est dit, on a été voir Gaucho, on a été voir les musiciens qu'on connaissait dans le squat, et on leur a dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, vous allez sortir vous allez franchir ce mur dans l'autre sens, parce que là, c'est des policiers qui sont rentrés, qui ont fait ce va-et-vient, et qui sont sortis, mais vous devez aussi faire ce va-et-vient, mais le faire avec votre culture. Donc on leur a proposé, alors pas de créer un orchestre parce que l'orchestre existait déjà. Après, c'est pas des orchestres comme nous on l'imagine, hein. C'est des orchestres à géométrie variable et le chef de famille, s'il a beaucoup d'argent pour aider Arlésie ou pour un mariage, ou il va constituer un orchestre avec 20 musiciens. S'il a un peu moins d'argent, ça sera 10 musiciens. Donc c'est des orchestres comme ça qui varient énormément. Et nous, on leur a dit, écoutez, on va constituer un orchestre, c'est vous qui allez le créer, c'est vous qui allez recruter vos musiciens, c'est vous qui allez trouver le nom. Chacaracas, c'est bien sûr eux qui l'ont nommé. Et puis nous, comme on travaille dans la culture, on connaît beaucoup de monde, on va vous présenter à des programmateurs de festivals, à des scènes conventionnées, et vous allez jouer, pas la lambada, parce que sur les terrasses de Bordeaux, ils jouaient la lambada, et je vous assure, vous le verrez dans le film, le clarinettiste, l'accordéoniste, sont des virtuoses. Et quand on les a présentés à des programmateurs français, hein, de Bordeaux ou de France, ils n'en revenaient pas. Ils se sont dit, mais d'où sortent ces musiciens, quelle a été leur formation, comment on peut jouer. Le clarinettiste, il avait une clarinette toute déglinguée, rafistolée, il n'y avait pas une seule fausse note qui sortait de sa clarinette. Et donc des virtuoses sur le plan musical. Donc évidemment, très très vite, tout le monde adhère au projet, et très très vite ça part. C'est-à-dire qu'ils sont sélectionnés dans des festivals. Il y avait un festival à Langon de musique du monde très connu, où ils ont joué Les Nuits Atypiques avec Patrick Lavaux, où ils ont joué 3 années de suite. Donc ils ont fait à peu près, voilà, faut pas que je divulgue trop. Oui, alors je vais conclure, mais ça va être une conclusion un peu longue, mais je vais conclure. Donc là, je suis dans ma conclusion, Arnaud. Je la commence.
Donc ils ont fait 80 dates, toutes les dates, et ça c'était un peu notre fierté, nous on a monté une association, on a créé une licence, on a obtenu une licence d'entrepreneur de spectacle. Il y a la directrice de la licence qui arrive demain, donc qui sera là pour la projection du film. Donc que des contrats, tous les 80 concerts à peu près, ils ont été payés pour chaque concert. Beaucoup moins que quand ils jouent dans les fêtes, hein. Ils nous l'ont dit plein de fois. C'est-à-dire que nous, on leur donnait des cachets, je ne sais pas, 100 € à peu près par musicien. Et eux, ils nous disaient, non mais ça ne va pas, moi quand je joue dans un mariage, je ne gagne pas 100 €, hein, je gagne beaucoup plus. Donc ils nous disaient, non, là il faut plus. Donc évidemment, comme ça, il y avait beaucoup de frottements. Impossible de faire les balances, hein, parce que les balances, ça c'est la vision très très occidentale. Eux, ils nous disaient, non, mais la balance, elle est payée, elle n'est pas payée, je ne viens pas. Donc pas de balance, donc on disait à chaque fois au directeur de festival, écoutez, est-ce que vous pouvez rajouter une demi-heure, parce que la première demi-heure, ça ne va pas être beau. Par contre, une fois qu'ils sont calés, que tout va bien, ça va être absolument fantastique. Et ça s'est souvent passé comme ça. La première demi-heure, l'ingénieur du son galérait complètement. Hein. Et au bout d'un moment, voilà, ça se mettait en place. Et là, ça s'est toujours terminé dans une euphorie totale, comme j'espère tout à l'heure avec l'orchestre que vous verrez. Donc, bon. Et l'autre chose également importante, c'est que l'idée du film, donc, elle est née là, mais très très vite, elle a évolué. Vous savez, quand on fait un film, on a une idée au départ. D'ailleurs, on présente nos dossiers de financement à partir de cette idée, du projet. Et puis, le film, c'est jamais le projet qu'on a présenté dans les fonds de soutien. Et on a eu les fonds de soutien de CNC, de la région, etc. Et en fait, et ça, il faut vraiment que j'en parle, hein, donc je suis toujours dans la conclusion. Parce que finalement, je vais conclure la conclusion, on a découvert que la musique était un élément fondamental de cette culture, évidemment, vous le savez, qui a été omniprésente, mais ça est devenu un fil rouge, et ce n'est pas forcément devenu tant que ça l'objet du film, parce qu'on a aussi découvert autre chose. On a découvert une culture très forte, sur les fêtes familiales, sur les fêtes traditionnelles, qui avaient cours dans le squat, et jamais évidemment à l'extérieur du squat. Je vais juste parler d'une scène qui est dans le film, qui est pour nous une scène pivot, qui est un rite de passage du monde de l'adolescence au monde adulte, d'un jeune Rom qui avait 13 ans et à qui on a coupé les cheveux. C'était des Roms musulmans. Donc on lui a coupé les cheveux et donc il est devenu, pendant ce rite de passage, un adulte. Il y a eu une très grande fête qui a été donnée par Papou, ce chef de clan. Donc cette scène est une scène pivot parce qu'on bascule là évidemment dans autre chose, dans l'expression d'une culture, le maintien d'une culture très forte, très marquée dans un contexte quand même de grande précarité, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'un squat, c'est quand même une grande lessiveuse, une grande broyeuse à culture, mais aussi à individus. Et c'était aussi une des questions que j'ai posées hier, c'est-à-dire que nous, on a, et je vais conclure la conclusion de la conclusion, on a vu aussi la seconde génération, hein, celle qui est soit née en France, soit qui est arrivée très jeune dans ces squats. Et on a vu cette seconde génération aussi basculer dans autre chose, de plus complexe, où finalement, ils tournent le dos à leur propre culture, et puis ils apprennent un langage qui est celui de la violence, qui est celui de la misère. Et donc on était très inquiets de voir cette seconde génération un peu subir de plein fouet cette vie à l'intérieur du squat, parce que la durée de vie d'un squat, c'est 3 mois, 4 mois. Gaucho, en l'espace de 10 ans, il a dû faire 30 ou 40 squats. Donc pour ça que la scolarisation des enfants dans un squat, en fait, elle est quasiment impossible. Alors que les écoles autour des squats à Bordeaux ont été formidables, incroyables. On avait des enseignants qui allaient chercher les enfants dans le squat pour le ramener à l'école. Donc il y avait comme ça quelque chose de très positif qui s'est passé, parce qu'on a quand même réussi à changer un peu le regard. Il n'y a aucun Bordelais aujourd'hui qui dit « je ne connais pas de Chakaraka ». Il n'y a aucun Bordelais qui peut dire « les Roms ne sont pas des musiciens, les Roms n'ont pas de culture ». Ça, on est sûr au moins de cette situation-là. Voilà, je voulais terminer avec une note plus pessimiste, mais elle est dans le film, donc voilà, vous la verrez demain. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a un petit peu de temps pour des questions? Je dis ça par rapport au... Oui, on a 10 minutes, je pense. D'accord, très bien. Alors on va tout de suite donner la parole à la salle, puisqu'il y a une question. Là. Благодаря. Огнян Исаев се казвам. Имам един въпрос, свързан с изследването за Чея Стойка. Това, което вие казахте, че всъщност че австрийската държава не я признава за художник. Това
Това е много интересно, защото има една представа, че ромите в Западна Европа, тяхната култура, техните постижения са много по-видими и по-признати от съответната държава, отколкото ромите и техните постижения в Източна Европа. Бих искал да чуя, нали, защо смятате, че тя не е признат художник, което най-вероятно е така, след като, нали, австрийската държава го казвате, значи има нещо за това. По отношение, и още едно нещо, по отношение на оркестрите, вие споделихте, нали, че сте им плащали по 100 евро. Действително, ромските музиканти изкарват много повече, особено в наши дни. Но тук искам не знам дали вие успяхте да разберете всъщност, защото аз като част от моята работа, като докторант, изследвайки ромите мигранти, опитвам се да открия кои са тези техни културни пространства, които ги има тук, но ги има и там. Тоест тези транснационални културни пространства, където те могат да самоутвърдят своята култура и своята идентичност. Не съм срещал такова изследване и се замислих защо, може би едно от причините да няма такова изследване, че всъщност голяма част от изследванията, които са правени конкретно за ромски оркестри, ромски сватби, ромски тържества, са правени от нероми. И това, което си дадох сметка, защото много хора си задават въпроса, защо ромите плащат толкова много за оркестър. И действително те плащат между 5000 евро, 10 000 евро. Нали? Това са огромни суми. Много големи музиканти, имена в България и в чужбина не могат да си позволят такива хонорари. И аз започнах да разсъждавам върху този въпрос. Оказва се, че това е единственото пространство, където ромите могат да утвърдят своята идентичност в сигурност, без да се притесняват. Но също така тези пространства играят, така да се каже, един мост между различни поколения, където хората, по-възрастните, предават символното наследство на своите деца. Показват им как да бъде, кое е важно за тях. Не знам дали открихте всъщност какво се пее не в тези поп-фолк чалга песни, в истинските ромски песни. Там се пее за, особено сега за ромите имигранти, пее се за техния труд, как ще се върнат в България. Тук колегата Иво Страхилов от нашата катедра също прави такива изследвания. Как полагат труд, какво ще направят, как ще се върнат, за какво мечтаят, какво искат да постигнат, какви са болките им. И това всъщност се явява един вид пространство, където те могат да говорят за това. И затова те са съгласни да платят много пари, за да бъдат себе си в този ден или в тези дни. И това е много интересно явление, защото оркестрите пък играят ролята на един такъв виртуален облак, който пази паметта, защото тези оркестри са свирили на тържеството на детето, на бащата, познават рода, познават фамилията и те знаят кой какъв е в това семейство. Това е много интересно явление, защото, както става ясно, ние нямаме ромско културно средище. Благодаря. Image. Merci beaucoup pour votre question. Je vais essayer d'être très rapide pour laisser le temps à la deuxième réponse. Il y a un contexte de reconnaissance de l'histoire du génocide qui est spécifique à chaque pays. Donc déjà, je pense qu'il faut commencer par ceci. Nous avons ici Henriette Asseo qui en a parlé à plusieurs reprises. Et donc quand je parlais de la reconnaissance de Chaya Stoica, je parlais de sa reconnaissance en tant que personnalité, que témoin et militante. Et Chaya Stoica, et pas en tant qu'artiste. Hein, c'est ce que je disais. Je disais que justement, son qualificatif d'artiste n'est pas reconnu en Autriche comme il l'est en France. Et ça, c'est des discussions que j'ai eues récemment avec Karine Berger, qui écrit, qui est encore en contact avec le musée du Belvédère de Vienne, où on essaie de proposer avec le Chaya Stoica International Fund
une exposition Chaya Stoïka artiste, je pense que la raison, une hypothèse serait peut-être à trouver sur le rapport des institutions autrichiennes vis-à-vis de ce qu'on a appelé l'art brut, art ou art dit autodidacte. Voilà, c'est aussi, en fait, c'est dans une articulation entre la reconnaissance mémorielle, l'histoire de la reconnaissance mémorielle spécifique et contextuelle, et l'histoire des institutions par rapport à l'art outsider, brut, etc., qui est un qualificatif qu'on ne peut plus apposer avec Chaya Stoïka, mais ça pourrait être l'objet d'une autre question. Merci. Oui, un grand merci pour votre intervention, parce que c'est vrai que ce que vous dites... Si, ça marche. Ce que vous dites sur les orchestres, on l'a vu en effet dans cette scène de la coupe des cheveux, Papou le dit, avec ses mots, mais à un moment donné, il dit, voilà, on est là pour Assène, on est là pour ce passage, ce rite, mais on est là aussi pour notre culture. Et il ouvre le concert de l'orchestre avec cette phrase-là, et ensuite la musique part. Donc oui, en effet, c'est extrêmement important. Je vais juste raconter une anecdote, c'est que alors sur les chansons, on a demandé à Gaucho de tout traduire. Alors les linguistes qui seront là demain, pardonnez-nous, Gaucho n'est pas linguiste, donc il a traduit à sa manière, et c'est une réécriture du film qu'on ne perçoit pas forcément, mais que vous percevrez, parce que on l'a déjà projeté. Il y avait déjà des linguistes spécialisés en langue romanie, et ils ont dit mais il y a plein d'erreurs en fait. C'est pas du tout. En fait, ce qu'on entend, c'est pas du tout ce qui est écrit sur les sous-titres. Alors les sous-titres, c'est Gaucho, c'est un peu comme Françoise sur le Muséum. On a intégré nous dans le processus de création nos personnages. On les a payés pour ça, et ils avaient des contrats, parce que l'idée c'est que tous ces contrats devaient leur permettre d'avoir des cartes de séjour. C'était l'idée. Donc oui, on a vu en effet le sens des paroles. C'était pas possible de mettre une chanson sans que le spectateur ne voit pas tout simplement la traduction et le sens des paroles. Et après, par rapport à l'importance de cette musique, ils nous ont systématiquement demandé les rushs pour les envoyer en Bulgarie. Parce que pour eux, c'était fondamental que quand il y avait un concert, ou même une répétition, il fallait que ce concert soit également vu par les familles, par leurs familles, à Pazardjic, en Bulgarie, ou ailleurs si ce n'était pas à Pazardjic. Et la première fois, c'est une anecdote que j'ai racontée hier, je crois, la première fois, on leur a fait un petit montage parce qu'on ne voulait pas de leur donner 4 heures de rush, quoi. On s'est fait engueuler parce qu'ils nous ont dit, non mais attendez, vous nous avez filmé 4 heures, 5 heures, 6 heures, vous nous donnez une demi-heure, ça c'est pas possible, hein. Donc vous nous donnez tout, on veut tout voir et on envoie tout. Donc on diffusait dans le squat tous nos rushs, donc ils étaient tous là à regarder. Et après, ils nous disaient maintenant, je veux un DVD de tout ça. Et moi, je l'envoie à la famille parce que c'est notre fierté. Et on a envie de montrer aussi à ceux qui sont restés en Bulgarie qu'on joue cette musique-là en France et qu'on diffuse cette culture-là en France. Donc oui, c'est évidemment au centre de cette culture. Oui. Merci. Natalia, pendant que M. Isaev parlait, je vous voyais réagir. Est-ce que vous voulez peut-être dire un petit mot par rapport à ce qui a été dit aussi, ajouter quelque chose? Аз мятам, че ромските музиканти осъзнават, че те знаят, че са виртуозни. Хората, които обичат да ги слушат, също го знаят. И според мен ромската култура се затвърждава през този талант по изключителен начин. Затова е толкова важно да имаш ромски оркестър на тържеството си, било то сватба или каквото и да било, защото някакси аз смятам, че ромската общност вярва, че там е абсолютно неприкосновена. Там никой по никакъв начин не може да ги обиди, нарани, оскверни или да каже вие не ставате, защото те наистина са виртуозни музиканти и това според мен е нещото, на което те толкова държат, защото знаят, че ги държи като хора, които категорично заявяват културата си. Това мисля аз, господин Исаев, за... А между другото, има улица на името на Чея Стойка. Така ли е? Така ли е? Да. Има. Така че според мен тя е много призната не само като артист, човек, който е създавал изкуство, а въобще като човек, който е разказвал историята си и това, което е преживял. Във всеки един смисъл, според мен, Чея Стойка е призната. Така мисля.
Да. Si on a encore 2 minutes, parce que en fait, il y a une petite question voilà, d'Elora pour Natalia. Donc peut-être on va poser cette question et ça sera, je suis désolé, ça sera notre question de la fin. Voilà. Très courte question pour Natalia sur la question des représentations. Vous avez dit voilà, avoir été invitée, parce que c'est l'objet de notre table ronde, donc j'y reviens. Vous avez dit avoir été invitée de nombreuses fois pour jouer un rôle donc Rome et avoir aussi dû faire face voilà, à ces propositions, les refuser peut-être, parfois les accepter à contre-cœur, je ne sais pas. Et dans le même temps, vous avez travaillé vous-même, de votre propre initiative, sur une pièce où vous jouez une femme rome, Nancia, on pourra y revenir. Et je voulais savoir donc quel était le passage dans la représentation entre justement ce qu'on est et ce qu'on fait. La différence entre ce qu'on est et ce qu'on fait. Donc c'était cette question qu'on voulait poser ici. Voilà. Какво? Да, само да кажа, че предложенията към мен по отношение на кинороли са били свързани само единствено с това да изиграя негативен образ на ромка. Длъжна съм да го кажа. Нямам проблем с това да изиграя ромка медицинска сестра, ромка лекар или каквато и да била друга хуманна професия, защото има роми съществуващи, които практикуват тези професии. Имам проблем с това да играя маргинализирана ромка, само и единствено в българските филми. Ромка, която ражда по 10 деца, продава децата си в Гърция, която проси и краде. Аз такива роли отказвам, мила моя. Нямам проблем с това да приемам други роли. Затова правя представления, в които представям по различен начин ромската общност, ромската жена и въобще всичко свързано с ромите. Когато трябва да избирам какво да правя, го правя по начина, по който го усещам и вярвам, че трябва да бъде видяно. И в този ред на мисли отказвам роли, които отнемат достоинството на ромите в България. Merci.